Ça fait à peu près 2 siècles, ou 250 ans même, parce que c'est ce que décrit, c'est le premier chapitre de La richesse des nations d'Adam Smith, hein. Ça fait à peu près 250 ans qu'on est sorti des milieux associés et qu'on a développé des milieux dissociés, ce que nous appelons nous des milieux dissociés. Un milieu dissocié, c'est un milieu où ceux qui vivent dans ce milieu ne sont plus des habitants du milieu, mais doivent s'adapter à un milieu où les seuls habitants qui existent, c'est le top management, les bureaux d'études et ceux qui conçoivent les systèmes et qui ont une décision sur ce qu'on pourrait appeler la négantropie du système, c'est-à-dire ce qui fait que le système survit, parce qu'un système ne survit que s'il est négantropique. Tant qu'il est négantropique, il a de l'avenir, à partir du moment où il devient anthropique, il s'autodétruit. Ce que nous appelons les milieux associés, c'est une conception où on voit que les systèmes reposant sur des milieux dissociés ne marchent plus, ils deviennent anthropiques. Nous sommes en train de vivre une entropie du système industriel qui s'autodétruit pour des tas de raisons innombrables, qui produit énormément d'externalités négatives, parce qu'il y a beaucoup de contradictions, et la seule manière de supporter, c'est de les externaliser, c'est-à-dire les mutualiser, c'est-à-dire de produire finalement le paiement de la facture par ceux qui ne sont pas à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la mutualisation des pertes. La socialisation des pertes plutôt. Mutualisation, c'est plutôt pour les risques. Et c'est un système qui est en train de s'étouffer, qui produit du discrédit, avec des représentants politiques qui ne sont plus du tout crus, qui sont considérés comme ne faisant que renouveler leur propre système, et qui, si les choses évidemment continuaient comme ça, pourraient finir par conduire à de vraies catastrophes politiques. Le territoire contributif, c'est un milieu associé, qui vient lutter contre ce modèle des milieux dissociés, et comme le disait tout à l'heure Christian, c'est un milieu associé qui peut être extrêmement attractif pour les grands investisseurs. Je dis cela parce que je fais un colloque sur la confiance dans un mois, même dans 2 semaines, au Centre Pompidou, avec il y a les plus grands acteurs industriels, bancaires, etc., qui vont participer à cela. Tout le monde sait dans ces milieux industriels qu'il n'y a plus de confiance dans ces systèmes, et que ces systèmes sans confiance ne peuvent absolument pas fonctionner. La confiance est la condition de fonctionnement de tous ces systèmes, qui restent de près ou de loin, en principe, fondés sur une conception démocratique de leur fonctionnement. Je dis cela parce que je crois qu'aujourd'hui, par exemple, les Orange Labs, par exemple, cherchent des territoires contributifs, qui sont des laboratoires au 1/1e, où les habitants du territoire deviennent des partenaires du groupe. Des partenaires avec lesquels, parce que ces habitants sont spécifiquement élevés, je dirais, dans leur conscience contributive, excusez-moi d'employer des grands mots, mais deviennent des gens vraiment intéressants parce qu'on peut travailler avec eux. Parce qu'on peut, ce sont des gens responsables, qui ont un sens critique de leur démarche, et qui sont une force de proposition, une force d'innovation et d'invention. Ça suppose la constitution donc, de ce que nous appelons un territoire hyper apprenant, hautement contributif, puisque ces habitants sont déclarés, se déclarent eux-mêmes comme étant contributifs. Et ça suppose qu'ils aient des équipements, qu'ils soient dotés avec des réseaux, avec des services, etc. Qu'ils aient des habitudes, c'est-à-dire que des comportements sociaux émergent, qu'ils soient partagés par des groupes, qu'ils aient des organisations propres, des organisations contributives, qu'ils aient des relations avec des professionnels de divers secteurs qui sont pensés comme tels. Par exemple, le CHU de Nantes, je donne un exemple comme ça, c'est-à-dire qu'on sache qu'à l'intérieur du CHU, par exemple au laboratoire d'addictologie, il y a des gens qui travaillent sur les problèmes de l'addiction dans un territoire contributif. Parce qu'un territoire contributif, ce n'est pas du tout un paradis. C'est un vrai territoire, et comme tous les vrais territoires, ça pose des tas de problèmes. Il y a des dérives contributives, il y a des comportements complètement qui peuvent devenir contributifs toxiquement. Il y a de la toxicité dans la contribution comme partout. Et il est donc très important que tout cela, il y ait une nouvelle régulation contributive qui se mette en place avec des spécialistes des choses. Le contributif, c'est pas tout le monde sait tout faire. Tout le monde est associé à la réflexion sur les problèmes communs, mais ça ne veut pas dire que tout le monde fait tout. Je ne confierai jamais à n'importe qui, je ne sais pas, mon bras pour qu'on me fasse une intraveineuse, par exemple, etc. Il y a des compétences qui sont des compétences spécialisées. Mais en revanche, tout le monde peut participer à la réflexion sur ces sujets. La réflexion n'est plus le privilège des seuls clercs. Nous vivons en ce moment une mutation avec la numérisation qui est très comparable. Je vous recommande vivement de lire le livre d'Eisenstein qui avait été publié par Bruno Latour, Elisabeth Eisenstein, je ne sais plus son titre, il y a
25 ou 30 ans, quand elle analysait les effets de la révolution de l'imprimerie sur la société du XVIe siècle. C'est très 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 intéressant de regarder ce qui se passe. Nous avons affaire à quelque chose d'extrêmement comparable, et je dirais que la réforme, le monothéisme réformé, c'est une espèce de religion contributive. C'est une espèce de conception du rapport à la religion, à l'exemple évangélique, à l'exemple de la vie de Jésus, contributif, où il n'y a plus l'éclair d'un côté et les ouailles de l'autre, mais des gens qui s'impliquent avec d'ailleurs un engagement dans la vie quotidienne, etc., qui va conduire, si on suit Max Weber en tout cas, évidemment à la conception du capitalisme. Peut-être que nous sommes en train de vivre quelque chose de cette nature qui, alors moi je ne dirais pas aussi nettement que Christian que c'est la fin du capitalisme, ça je ne sais pas. C'est la fin du capitalisme consumériste, du consumérisme. Le capitalisme, je ne suis pas sûr qu'il soit en voie de disparition, j'en doute beaucoup personnellement. Mais en revanche, une nouvelle forme du capitalisme qui est en train d'émerger, ça j'en suis absolument convaincu. Alors, nous sommes dans un contexte post-consumériste, qui ne veut pas dire du tout pour nous post-industriel, bien au contraire, nous pensons que tout ça est très lié à des questions industrielles, et c'est ce que je voudrais dire pour conclure, en disant ce que c'est, en rappelant très très sommairement ce qu'on appelle la recherche-action, sa trajectoire et comment ça nous conduit à nos sujets d'aujourd'hui. Donc la recherche-action, je vous l'ai dit, elle est née en fait dans l'esprit d'un homme qui s'appelle Kurt Lewin, qui est un psychologue, pardonnez-moi, c'est un sociologue, qui a quitté l'Allemagne parce qu'il a été interdit d'enseigner, c'était un anti-nazi, un antifasciste, il est parti aux États-Unis, il a développé des méthodes nouvelles pour étudier la société, notamment pour essayer de comprendre comment une société démocratique pouvait engendrer le fascisme. C'est ça son point de départ. Donc il a étudié les paradoxes de la société démocratique, et il a mis en place pour cela des nouvelles méthodes. Ces nouvelles méthodes, bien, elles croisent énormément Simondon. C'est pour ça que je vous parle de Simondon, et vraiment, moi, je recommande en particulier aux universitaires qui sont ici de lire, s'ils n'ont pas fait, le bouquin de Simondon, ce qui s'appelle Individuation psychique et collective. Par exemple, Lewin dit les interactions entre individus, deux personnes qui dialoguent, ou un petit groupe qui fait quelque chose dans son coin, ne peuvent pas être comprises si elles ne sont pas resituées dans un ensemble social à l'intérieur duquel elles sont englobées, et où elles produisent des interactions à un niveau supérieur que parfois ceux qui mettent en œuvre les interactions au niveau interindividuel ne voient pas. Mais le chercheur, lui, doit les voir. Et ce niveau supérieur, eh bien, c'est ce que Simondon appelait l'individuation collective. Tandis que le niveau interindividuel, c'est l'individuation psychique. Simondon dit je m'individue psychiquement. M'individuer psychiquement, ça veut dire apprendre quelque chose, ça veut dire avoir une nouvelle aventure amoureuse, ça veut dire acheter un nouveau produit, ou ça veut dire réfléchir par moi-même dans mon coin, ça veut dire des tas de choses, ça veut dire jouer à la belote, ou je ne sais quoi, regarder la télé. Mais Simondon dit, en fait, l'individuation psychique se fait toujours en relation avec une autre individuation psychique. Soit directe, en tête-à-tête, en vis-à-vis, soit, quand je lis un dialogue de Platon, c'est l'individuation psychique de Platon, qui 2500 ans après continue à avoir des effets sur mon individuation psychique, ou quand je suis en relation avec un jeu ou avec un objet, je suis en relation avec ceux qui ont conçu cet objet ou ce jeu. Mais ce que j'appelle moi une co-individuation, ça c'est ce qui s'appelle une co-individuation, elle ne fonctionne que si elle se translate à un niveau supérieur dans un processus de transindividuation qui va produire de l'individuation collective. Ici, Lewin dit, quand on étudie ces processus-là, c'est-à-dire comment on passe de l'interaction interindividuelle à l'interaction au niveau du groupe social, qui est en fait ce que je viens d'appeler le processus de transindividuation, ça c'est un terme de moi d'ailleurs, même pas de Simondon, c'est pas un terme de Lewin bien sûr, c'est très lié à la taille du groupe social. Il dit il y a des phénomènes qu'on ne peut pas étudier du tout de la même manière si on a affaire à des groupes sociaux qui représentent quelques centaines d'individus ou si on a affaire à des groupes sociaux qui représentent 70 millions de Français par exemple. Or il y a des groupes sociaux de ce type-là, de toutes sortes, et il faut chaque fois reconstruire les échelles d'intervention. On ne peut pas parler de ces choses-là sans instancier et spécifier les échelles et les contraintes d'échelle. Ça, c'est très important. Comme en économie, par exemple, il y a une théorie des échelles, bien là, il faut qu'il y ait une théorie des échelles en psychologie et en sociologie. L'autre point très important, c'est quelque chose d'archi connu, bien entendu, que pratiquement tout le monde connaît depuis 10
19e siècle, c'est que le tout est supérieur à la somme des parties, mais bon, ça c'est cela, mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la recherche-action? Ça veut dire que quand on intervient sur ces processus, avec des parties, eh bien, on crée des processus d'émergence dynamique. C'est-à-dire qu'en intervenant sur des parties du tout, eh bien, on fait émerger des choses au niveau du tout qu'on ne voyait pas. C'est la question de l'interaction reprise à un autre niveau, et ça crée ce que j'appelle moi des synthèses dynamiques, des phénomènes d'émergence qui sont des synthèses dynamiques. Ce que dit Kurt Lewin, c'est que ces synthèses dynamiques, il faut les expérimenter. Ça, c'est un autre point qu'il partage avec Simondon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y accéder sans expérimentation. Simondon avait, si vous voyez son bouquin L'individuation psychique collective, il explique qu'il cherche à reconstituer une vraie science humaine, dit-il. Une vraie science humaine, il dit, c'est une science expérimentale comme en physique. C'est-à-dire qu'il dit, Simondon, maintenant il faut que les sciences humaines, la sociologie, les sciences politiques, la psychologie, etc., même la littérature, toutes ces pratiques, hein, les humanities, comme on disait autrefois, tout à l'heure, il faut qu'elles aient des démarches expérimentales. Il faut expérimenter. Mais cette expérimentation, dans les sciences sociales, ne peut être qu'une expérimentation sociale, précisément. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec des habitants. Il faut travailler avec des individus. Et il faut que ces individus ne soient pas des cobayes qu'on met en observation dans un laboratoire, parce que ça, on sait le faire dans les hôpitaux. Non, il faut que ces individus deviennent des partenaires de l'équipe de recherche. C'est-à-dire qu'ils doivent devenir des acteurs de la recherche. Ils savent quelque chose, il faut en faire des chercheurs. Pas des chercheurs académiques, mais des chercheurs quand même. Et d'une certaine manière, ce que dit Simondon, c'est que tout individu qui s'individue cherche quelque chose. Hein. On est chercheur. S'individuer, c'est chercher. Mais il y a la recherche académique, il y a d'autres formes de recherche. Un entrepreneur fait aussi de la recherche économique, la recherche de projets, etc. Alors, il faut que j'accélère parce que je m'aperçois que je commence à être trop long, mais j'arrive à le faire. Pour des raisons, pour des questions strictement d'épistémologie, je préciserai que Kurt Lewin dit qu'il y a beaucoup de choses dans les groupes de recherche action qui sont locales, qui sont des choses qu'on ne peut pas généraliser, mais il y a aussi ce qu'il appelle des propriétés structurelles transposables. C'est-à-dire qu'il y a quand même une généricité. Quand on fait une recherche-action sur un groupe, on doit pouvoir accéder à des propriétés sociales qu'on retrouvera dans d'autres groupes. Donc on a quand même un socle, ou un cadre, je dirais, de généralité. Et évidemment, ça c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on a quand même des ponts pour faire du comparatisme avec d'autres démarches, dans d'autres quartiers, par exemple, dans d'autres pays, etc. Et ça, je pense, c'est un enjeu fondamental de l'épistémologie de la recherche contributive. Alors, j'accélère. Oui, donc quand même un dernier point sur Kurt Lewin qui est très important. Kurt Lewin dit qu'il faut modifier une réalité pour pouvoir la connaître. C'est-à-dire que si on n'intervient pas sur la réalité, on ne peut pas la connaître. La réciproque de ce point de vue, c'est celle qu'énonçait Simondon, c'est qu'il disait on ne peut pas connaître l'individuation sans la modifier. Et du coup, on ne la connaît jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où on connaît l'individuation, on produit des effets d'explicitation sur un processus d'individuation collective, on modifie ce processus, et du fait qu'on l'a modifié, eh bien, ce qu'on connaît est devenu caduc. Parce que le fait qu'on l'ait connu l'a transformé, et ça donne une structure émergente nouvelle, ce que j'appelle une synthèse dynamique nouvelle, qui nous échappe. C'est-à-dire qu'on est toujours en retard sur le processus. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui conduit Simondon à dire qu'on ne connaît jamais vraiment l'individuation. Ça veut dire qu'il faut toujours rester dans des schèmes pratiques. On n'est jamais simplement dans la connaissance, autrement dit dans la théorie. On est toujours obligé de retourner aux schèmes pratiques, c'est-à-dire au laboratoire. Là, ce que j'appelle laboratoire, c'est le quartier de la création comme un laboratoire au 1/1. Alors, le destin de ces théorèmes a été multiple et varié. Je dirais qu'il y a 3 grands territoires où il s'est développé. Un qui est l'Angleterre, avec le Tavistock Institute. Un autre qui était une institution thérapeutique. Un autre qui est la France, avec l'analyse institutionnelle. Il faut savoir qu'on s'est né dans les années 40 dans un asile dont j'ai oublié le nom, qui s'est retrouvé dans une situation gravissime. C'était pendant la guerre, on laissait crever de faim les aliénés qui étaient là, et le docteur qui était directeur de cet asile a mis en œuvre des méthodes qui venaient de la recherche-action pour essayer de sortir de cette situation. C'est une question de survie des gens. Ils crevaient la dalle, ils n'avaient plus rien à manger, on ne les nourrissait plus. Et puis ensuite, ça a migré vers le CERFI, c'est-à-dire vers l'antipsychiatrie, et puis finalement Félix Guattari, c'est-à-dire tout ce qui a
conduit à ce qui est très connu aujourd'hui avec Deleuze et Guattari, l'analyse institutionnelle d'après l'antipsychiatrie et la critique du modèle freudien de la psychanalyse. Il faut savoir aussi que Cornelius Castoriadis, en tant que penseur de l'institution, a été associé à ces questions-là et qui fait partie du corpus théorique de toutes ces questions, là dans une approche beaucoup plus politique. Bon. L'institution imaginaire de la société s'inscrit dans ce contexte-là. À cela, je voudrais ajouter un dernier point, et puis je m'acheminerai vers la conclusion. Ce mouvement a aussi atterri en Norvège. Et ça, je pense que pour nous, c'est très important. Et qu'il faudrait que nous examinions ce qui s'est passé en Norvège de plus près. Parce que, en Norvège, dans les années 60-70, un mouvement managérial s'est développé qui s'appelle la démocratie industrielle, le mouvement de la démocratie industrielle, qui a été un mouvement qui a considéré que les processus de rationalisation qui ont été mis en place par le Fordisme et ses succès d'années, Toyotisme et autres, qui s'étaient développés très fortement en Norvège, eh bien, arrivaient à leur limite parce que ça produisait de la démotivation, ça commençait déjà, selon les Norvégiens, à produire des effets pervers, et les modèles de Kurt Lewin ont été transposés dans une nouvelle façon de concevoir le management des entreprises industrielles. Et ça a été mis en œuvre par des acteurs économiques, par des espèces d'équivalents des chambres de commerce et d'industrie, comme on les appelle ici en France, par les syndicats, et par des chercheurs, par des universités norvégiennes. Et il s'est passé là des choses extrêmement intéressantes pour nous, parce qu'ils se sont mis à réfléchir sur les nouveaux modèles d'organisation du travail, sur les nouvelles organisations du droit, etc., mais dans une démarche contributive. Évidemment, ça a rencontré des difficultés, parce que le modèle industriel lui-même restait très consumériste. Et donc, ça a abouti à un certain nombre d'échecs, mais je pense qu'un jour, il faudra s'y repencher. Alors, qu'est-ce que la recherche contributive par rapport à la recherche-action? Je crois que ça doit hériter de la recherche-action, ça doit reprendre beaucoup de ces concepts-là, mais ça doit se faire dans un contexte qui est l'émergence de l'économie de la contribution elle-même. Il émerge une économie de la contribution aujourd'hui. Il y a un Fab Lab ici, par exemple, à l'île de Nantes, on commence d'ailleurs à en parler beaucoup, c'est typiquement un modèle contributif, un Fab Lab. Et je pense que l'économie, la recherche contributive, c'est ce qui doit venir se brancher sur ces dispositifs d'économie contributive qui se cherchent en ce moment, mais qui se développent. Un aspect très important dans cette dimension, c'est ce que nous appelons, nous, la spécificité organologique. Pourquoi je parle d'organologie? Dans Arsène Frisch, nous posons que les processus d'individuation psychique, qui sont toujours, comme dit Simondon, articulés avec des processus d'individuation collective, sont aussi toujours articulés avec des processus d'individuation technique. Les systèmes techniques s'individuent. Je veux dire par là que, si on reprend le concept de système technique de Bertrand Gilles, le système technique, c'est une espèce de vaste individu technique. On parle parfois de macro-système technique aussi. Et cet individu technique, Bertrand Gilles a très bien montré que une partie de l'individu ne peut pas évoluer sans faire évoluer l'ensemble, sans faire évoluer tout. Typiquement, par exemple, l'invention du transistor en 1947 fait complètement exploser le modèle industriel de l'époque. Ça prend un certain temps. Il faut attendre le début des années 60 pour que ça se socialise vraiment, c'est le développement de l'informatique de gestion. Et puis ensuite, la courbe avec Intel, la courbe qui va donner ce qu'on appelle la loi de Moore, avec cette fameuse loi qui est que les capacités de mémoire se doublent tous les 18 mois, qui donc une progression géométrique, va exploser le modèle industriel, qui était celui de la métallurgie, et va remplacer ce modèle par le modèle des microprocesseurs. Ceux qui font la loi aujourd'hui dans le rythme d'évolution, de transformation de toute l'industrie, ce sont ceux qui travaillent sur les microprocesseurs. Parce que c'est là que se fait c'est là qu'est l'horloge, si je puis dire, le battement du système, le rythme, et ce sont eux qui donnent le là à Peugeot, à Mercedes, etc. Mercedes, Peugeot, etc. sont obligés d'intégrer tout cela parce que ça modifie complètement les comportements de l'ensemble des habitants du système industriel mondial. Ça, c'est une question, dans notre langage à nous, Arsène Frisch, c'est une question d'organologie. Pourquoi organologie? Parce que l'organologie, c'est ce qui étudie les instruments en musique. Et moi, j'ai repris ce concept pour le généraliser à toute la société industrielle. Une société industrielle, c'est une société organologique. Ça, c'est un organe. Ça aussi, enfin, tout ça sont des organes artificiels. Un bâtiment, c'est un organe. Et aujourd'hui, les organes se transforment dans des conditions tout à fait nouvelles, notamment dans le cadre du développement du numérique. L'organologie numérique n'est plus du tout la même que l'organologie analogique. Je dis analogique parce que
la société de consommation était basée sur une organologie analogique, où c'était les médias de masse qui faisaient le rythme, qui constituaient le rythme de l'évolution. Aujourd'hui, c'était déjà la mécanique, mais ce n'était pas encore le microprocesseur. Aujourd'hui, c'est l'organologie numérique. Alors, cette organologie, elle développe des comportements et des appropriations par les populations de toutes sortes, par toutes les couches de la population, de toutes sortes, et elle pose des problèmes spécifiques. Par exemple, elle pose des problèmes que nous appelons pharmacologiques. Typiquement, il y a une toxicité de l'organologie numérique qu'il faut étudier en tant que telle. Une toxicité au sens médical, une toxicité au sens économique, une toxicité au sens politique, etc., etc. Donc il y a des approches raisonnées de cette organologie à avoir dans le cadre d'une recherche contributive. Mais surtout, si j'en parle, c'est parce que la recherche contributive est basée sur une appropriation de cette organologie. La recherche contributive, c'est ce qui repose sur le fait qu'il existe une nouvelle réticularité qui est numérique et qui rend possible cette recherche contributive de fait. Voilà. Ça, c'est le point commun avec l'économie créative. C'est vraiment par là que ça fonctionne, que ça passe. Et ça s'articule avec l'économie créative. Dernier point, derrière ça, il y a des problèmes de situation de l'institution académique, ou d'une façon plus générale, des institutions de recherche patentées, tout à fait nouvelles, mais qui répètent une question qu'Emmanuel Kant, par exemple dans le conflit des facultés, qui est un des derniers textes qu'a écrit Emmanuel Kant, sous la menace, il a écrit ce texte en réponse à Frédéric de Prusse qui le menaçait de prison, c'est pas rien. Frédéric l'avait accusé de remettre en question la religion, de remettre en question les dogmes, la théologie, etc. Et dans le livre qui s'appelle La religion dans les limites de la simple raison, le protecteur de Kant était mort, son fils était devenu le souverain, et Kant n'était pas loin de risquer de se retrouver. Il avait reçu une lettre du roi de Prusse lui disant attention, je pourrais vous. Il ne dit pas je pourrais vous mettre en prison, mais c'était ça qui était derrière. Et Kant a répondu à la lettre du roi par un texte qui s'appelle le conflit des facultés, où il disait qu'il faut complètement repenser le rôle de l'université. C'est une lettre qui est extrêmement importante, puisque Humboldt, 20 ou 30 ans plus tard, va concevoir l'université de Berlin sur cette base, et je vous signale quand même que l'université de Berlin de l'époque va être à l'origine de cette Prusse qui va faire la guerre de 1870, de 1914, et qui va mettre l'université au service de la puissance de la Prusse, qui est quelque chose de tout à fait nouveau. Si je vous en parle, c'est parce que dans le conflit des facultés, tout à fait au début, vers la page 10, Emmanuel Kant dit il faut complètement repenser les rapports entre les facultés, notamment la faculté de théologie, la faculté de médecine, la faculté de droit et la faculté de philosophie. Il faut qu'elles apprennent à travailler différemment ensemble et il faut tenir compte des sociétés savantes où se trouvent des savants non corporatifs, je les appelle. C'est-à-dire des savants qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas reconnus comme savants, ce ne sont pas des clercs laïcs ni religieux, ils ne font pas partie de l'académie, mais ils savent beaucoup de choses. Si vous suivez, par exemple, je dis, quelqu'un comme Jean-Marc Lévy-Leblond, ou ceux qui sont un petit peu penchés sur le XVIIIe siècle, la science moderne est née de la République des lettres. Et la République des lettres, c'est celle qui a fait émerger des sociétés savantes qui ne sont pas des sociétés académiques. Je vous en parle parce que tout à l'heure, tu montrais le logo de Wikipédia, le contributif, c'est l'émergence de nouvelles formes de sociétés savantes. Il y a des sociétés savantes dans tous les domaines, parfois même dans le domaine des recettes de cuisine. Il y a une étude qui a été faite, qui a d'ailleurs, c'est Cassidy qui a fait ce travail, qui l'a accueilli dans Ars Amistris, qui a travaillé sur les réseaux de gens qui s'échangent des recettes, etc. C'est du savoir aussi, les recettes de cuisine. Ça peut beaucoup intéresser d'ailleurs un industriel de l'agroalimentaire, ce qui se passe dans ces choses-là. Tout ça, ce sont de nouvelles formes de savoir qui se déploient. Dans le milieu dissocié, qui avait généralisé ce que nous appelons la prolétarisation dans un sens non marxiste, c'est-à-dire la perte des savoirs, il y a des contre-comportements sociaux qui se développent en ce moment dans tous les domaines, le sport, la cuisine, mais aussi la physique, la philatélie, le logiciel libre, etc., la citoyenneté, qui sont des comportements de déprolétarisation, c'est-à-dire qu'on reconstruit le savoir, on réapprend les choses ensemble et on ne passe pas forcément par l'université ou par les académies patentées. Ça, c'est extrêmement important. Quand nous avons dit Ars Industrialis à la commande de la savoir, oui, il y a un potentiel formidable à Nantes pour développer un projet comme le quartier de la création, c'est parce qu'il y a beaucoup de pratiques de ce type sur le territoire de Nantes. C'est innombrable. Les associations en tout genre qui se développent, les radios, les associations comme PIN, beaucoup d'autres.
il y a une activité contributive extrêmement forte. Il y a un nouveau contrat à passer entre les savants académiques et les savants non académiques. C'est absolument fondamental. Et ça doit être l'objet d'une négociation institutionnelle et politique entre les autorités académiques, les autorités politiques et, je dirais, les nouvelles autorités citoyennes émergentes, pour que tout cela se fasse, je dirais, dans une certaine transparence et dans une certaine déclaration, intelligibilité, revendication, conceptualisation, réflexivité, comme je le disais tout à l'heure. Alors, je termine en disant que nous pensons aujourd'hui, Arsène Ismaïlis, que pour que ces choses commencent à émerger de manière effective, il faut continuer à faire fonctionner ce séminaire, le renforcer très fortement, mais il faut démarrer d'autres démarches. Il faut démarrer des démarches d'atelier. C'est la raison pour laquelle, avec Walter Bonomo, qui a une mission de l'université officiellement sur ces questions, par ailleurs, nous sommes en train, et avec bien entendu sous le contrôle de la Samoa, nous sommes en train de mettre en place une démarche de mise en œuvre d'un atelier. Un atelier qui devrait porter, bon, on appelle ça un atelier produit dans le domaine des questions d'éditorialisation. Walter, avec Franck Cormeret ici présent, a porté un discours sur ce qu'il appelle le média-territoire contributif. Le média-territoire, ça a été présenté, un petit peu esquissé dans la réunion du mois de juin, dans le cadre de Média 2030. C'est un média dont le territoire est la surface d'inscription. Alors évidemment avec ces réseaux numériques et toutes sortes de choses, mais pas seulement, hein, c'est aussi la rue, c'est aussi le bâtiment, c'est le territoire qui devient une surface d'inscription. D'ailleurs un territoire, c'est une surface d'inscription. Le territoire, c'est la première surface d'inscription de la mémoire collective. Comme les monuments le montrent, mais pas seulement. Et à partir de là, bon, une dynamique s'est enclenchée, et nous avons réfléchi à mettre en place, avec Laurent Rousseau qui est aussi ici présent, un atelier qui viserait à faire du prototypage, et d'abord du prototypage rapide, c'est-à-dire que nous avons des méthodes sur ces techniques de prototypage qui permettraient de faire des interfaces, des dispositifs plus ou moins fonctionnels d'éditorialisation du territoire. Quand je dis territoire, le territoire est toujours une partie. Le tout du territoire n'existe pas. Il n'existe que des parties. Il existait l'association de pêcheurs à la ligne, il existe l'université de Nantes, il existe le groupe de travail de Walter Bonomo, il existe... voilà, c'est toujours des parties. Donc, ces parties ont des capacités de s'éditorialiser aujourd'hui parce que les médias sont accessibles à tous. Nous nous disons, il faut commencer à avoir une approche un peu raisonnée autour de cela, et avec l'université, et notamment avec l'université en tant qu'elle-même peut s'éditorialiser. Parce que, bon, c'est un travail que Walter fait à l'université depuis longtemps, y compris dans le cadre de l'université, comment elle s'appelle cette université populaire, qui est donc ouverte à une population qui n'est pas une population d'académiques. Il y a des cours qui sont mis en ligne, des choses que... Nous-mêmes, vous l'avez remarqué depuis le début, nous filmons toutes ces séances, nous les éditorialisons, nous les indexons avec un logiciel qui s'appelle Ligne de temps, et nous pensons que maintenant, le temps est venu vraiment de le faire en grand. Et que d'abord que ça serve à tous les étudiants, les directeurs de recherche qui sont présents dans cette salle, que ça serve aussi justement aux associations, que tout le monde puisse s'emparer de tout cela, et que nous en fassions une éditorialisation avancée. Alors, si je vous dis tout ça, c'est pour faire une proposition. Parce que maintenant, je pense qu'il faut que ce séminaire conduise à des propositions pratiques, qui soient ensuite discutées dans le comité de suivi de ce séminaire, qui arbitrera ces propositions. On n'est pas là pour décider ici, mais il faut qu'on fasse de la proposition et qu'ensuite, ceux qui sont membres de ce comité, beaucoup de gens qui sont dans cette salle sont membres de ce comité, puissent ensuite, en délibérant, prendre des décisions par rapport à ces propositions. Oui, non, ou oui, mais, etc. La proposition, c'est qu'autour de cet atelier soit mise en place, qu'on commence à réfléchir à des démarches de recherche contributive effectives, qui supposent évidemment une coopération transdisciplinaire à l'intérieur du monde académique, mais aussi le développement d'une organologie qui sert réellement au développement de cette recherche contributive, et enfin, et surtout, je dirais, l'association, disons, de la société civile, de la société contributive, qui n'est pas académique, qui est autour de ça, qui peut être constituée par le monde associatif, par le monde économique, par le monde, par n'importe qui, en fait, par toutes les couches qui forment un territoire, et qui puissent s'y associer, qu'on trouve les modalités de cette association. Dernier point, je vais passer la parole dans les 2 minutes qui viennent là, maintenant à Laurent Devine qui va nous parler de la recherche impliquée et du travail qu'il fait lui-même sur le territoire, y compris sur le territoire du quartier de la création
du travail de sociologue qu'il est. Laurent va nous parler de tout cela, de son point de vue et du point de vue de la recherche appliquée. Ensuite, Patrick Bouchain nous parlera de ses démarches, de ses réflexions sur ces questions générales en tant qu'il est un bâtisseur, mais aussi d'un projet qu'il porte depuis longtemps, qui est un projet pour moi hyper contributif, où là, c'est une contributivité sur comment les habitants bâtissent ce qu'ils habitent, voilà, où sont associés à la construction, à la conception, à la réalisation de ce qu'ils habitent. Et là, c'est une conception du territoire contributif dans son émergence même, c'est-à-dire dans sa matérialisation même, sous forme de bâtiments, sous forme de façon de vivre, etc. Et je me dis que si ce projet émergeait, peut-être que ce groupe-là aussi pourrait contribuer à ce projet, c'est-à-dire que ce soit accompagné, si Patrick Bouchain en avait envie, bien entendu, mais on n'en a pas parlé avant, donc je lui balance comme cela une proposition que peut-être il ne trouvera pas du tout d'actualité, mais je me dis que ça pourrait être extrêmement intéressant que voilà, il y ait cette démarche contributive aussi là, qui soit mise dans le circuit, avec, et que finalement on articule toutes ces choses. Parce qu'aussi un habitat contributif de demain, c'est aussi un habitat réticulé, etc. Voilà, pardonnez-moi, j'ai été un peu plus long que vous l'avez imaginé. Je propose de passer tout de suite la parole donc à Laurent Deville, qui va parler, m'a-t-il dit, 3 quarts d'heure, c'est ça, hein, Laurent? C'est la proposition, c'est la suggestion.